Bon, mais merci d'avoir choisi cette séance, ce qui n'était pas une chose acquise, puisque nous avons une concurrence que j'appellerais quasiment déloyale, mais comme j'en suis en partie responsable. Il s'est mis à marcher sur le micro. Qui c'est qui tripote le micro là? C'est ton frère. Tu sais qu'il n'est pas. Il est parti. Tu passes à la technique. Ça, c'est un micro qui est. L'électronique, c'est assez simple. C'est comme ça. La vraie blonde, On va attendre. Vous entendiez? Ça fait des drôles de bruit, oui. Rémi. Non, mais ça fait un bruit atroce là. Oui, c'est parce que nous descendions les escaliers en même temps, c'est pour ça. Là, il suffit juste de parler. Désolée. Hein. C'est la carte. Rémi. À tout à l'heure. Merci. Donc je recommence, sans crier, c'est bien. Nous sommes dans une concurrence quasi déloyale, mais dont je suis en partie responsable, puisque en parallèle de cette séance, se tient dans l'amphithéâtre une séance avec l'historien Jean-Paul Scott sur Jaurès. Donc évidemment, je suis déjà extrêmement heureuse de voir le nombre de gens qui ont choisi cette séance, et en particulier évidemment pour accueillir nos amis grecs qui sont à la tribune. Et nous allons parler aujourd'hui de protection sociale. Alors, dans l'aspect le plus large de la protection sociale, hein, ce n'est pas seulement l'assurance maladie, c'est l'ensemble des protections qui ont été mises en œuvre en France à partir de la création de ce qu'on appelle la sécurité sociale, c'est-à-dire portée par le Conseil national de la résistance, et puis qui, depuis ces dernières années, sont détricotées maille à maille, maintenant rang par rang, et on s'aperçoit de plus en plus du trou béant qui a été organisé dans la protection sociale. Donc j'interviens 3 minutes et après c'est nos amis grecs, c'est pour essayer de travailler ensemble pour montrer comment ce qui était inimaginable pour nous en France il y a encore quelques années, c'est-à-dire s'attaquer au socle dur de notre société, c'est-à-dire la sécurité sociale dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire l'assurance maladie, mais aussi la politique familiale, l'aide au logement, les retraites, les personnes âgées, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, tout est entamé. Et nous sommes actuellement en novembre 2014. D'ici un petit mois va être voté le PLFSS 2015, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale pour l'année à venir. Et on sait déjà que des milliards d'économies, entre guillemets, c'est-à-dire de réduction des dépenses, vont être opérées. Il ne faut pas s'attendre à ce que les socialistes frondeurs de l'Assemblée nationale se mettent à voter contre. Ils vont évidemment s'abstenir, comme ils l'ont fait pour le budget. Et nous allons entrer dans une période noire de la protection sociale. Nous étions déjà dans une période grise, et bien nous allons rentrer dans une période noire de la sécurité sociale. Et ceux et celles qui pensent que le bateau est solide et qu'il ne va pas couler de sitôt, eh bien simplement, et ça va nous unir, je pense, à cette table, dire que dans un texte récent adopté par l'Union européenne sur la directive marché public, qui a été conduite vaillamment par M. Barnier, eh bien, la question de la protection sociale, non, de la sécurité, de l'assurance maladie obligatoire figure à l'intérieur de la directive marché public, c'est-à-dire ouvre la possibilité théorique à la concurrence, à la mise en concurrence de la protection sociale, c'est-à-dire de la sécurité sociale obligatoire, c'est-à-dire la part de la cotisation de nos salaires
et la part patronale, normalement obligatoire, qui a déjà droit à des exonérations de tous ordres, eh bien, cette mise en concurrence est inscrite dans la directive marché public. Cette directive de l'Union européenne a été avalisée sans aucun débat, c'est-à-dire qu'elle est actée, elle a été actée dans les 2 mois qui suivaient son adoption au niveau de l'Union européenne par le gouvernement français. C'est fait, ça date de l'année dernière. Alors certains disent, oui, mais ça fait peur de dire des choses idiotes comme ça. D'ailleurs, c'est ce que disait Barnier, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour nous, c'est pas pour la France, c'est pour les autres pays. Les autres pays où ils n'ont pas encore de sécurité sociale, enfin, de cotisation obligatoire, et donc, de toute façon, chaque pays reste libre de s'organiser comme il le souhaite. Eh bien, nous ne croyons pas, Monsieur Barnier. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Évidemment, nous avons vu que la directive postale a mis 10 ans à être transposée en France et elle a abouti à ce qu'on sait, c'est-à-dire une privatisation de la poste. Eh bien, il ne se passera pas 10 ans. Il ne se passera pas 10 ans pour que nous aboutissions, évidemment, à une sécurité sociale à la carte, c'est-à-dire organisée par le marché. D'ailleurs, Malakoff, Médéric et d'autres sont déjà prêts, organisés. Ils ont dû un peu se réfréner alors qu'ils trépignaient déjà du temps de M. Nicolas Sarkozy. Rappelons que Malakoff, Médéric est dirigé par le frère Sarkozy, pour ceux qui ne le savent pas ou ne s'en souviendraient pas. Et que donc les offres sont prêtes. Et puis le deuxième élément qu'il faut bien comprendre, dans cette dynamique, si on peut appeler ça une dynamique, c'est l'affaire de l'ANI. Vous savez que dans l'ANI, il y a un volet concernant la protection sociale complémentaire, dite des mutuelles. En réalité, il ne s'agit pas particulièrement de mutuelles, mais de complémentaires santé rendues obligatoires dans toutes les entreprises, et donc qui ont été présentées comme un progrès. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de salariés, normalement, du secteur privé, qui n'accèdent pas à une complémentaire santé organisée par son employeur. Toutefois, il y a 2 choses dont il faut vraiment bien prendre conscience. C'est que d'une part, cette protection complémentaire obligatoire ne concerne évidemment que les personnes salariées, c'est-à-dire qu'elle exclut évidemment tous les non-salariés, les chômeurs, les précaires, les intérimaires, ceux qui vont faire 1 semaine, 15 jours en remplacement, évidemment, eux n'auront pas de protection sociale complémentaire. Elle exclut les fonctionnaires, évidemment, les retraités, bien évidemment, toutes les personnes qui sont hors circuit de l'entreprise privée. Mais également, la contrepartie qui a été mise en place par le gouvernement, c'est quoi? C'est que là où il existait des contributions de l'employeur privé aux complémentaires santé, eh bien, elles étaient défiscalisées sur la fiche de paye. C'est-à-dire, vous aviez votre brut, votre net à la fin, hein, et puis vous aviez la participation de l'employeur, mettons à 25 ou à 50% de votre complémentaire santé. Et bien maintenant, ce niveau est remonté, c'est-à-dire que ça fait partie du net imposable pour chacun des salariés. Ce qui veut dire que nous sommes dans un processus de financement de la protection sociale d'une manière latente et continue par l'impôt et non plus par le travail. C'est-à-dire par une mutualisation de la cotisation des uns et des autres. Nous sommes déjà arrivés en France à un système où pratiquement plus de 30% est financé par l'impôt et non plus par les cotisations sociales. Voilà ce que je voulais dire d'emblée. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans la situation dramatique que connaissent nos camarades grecs aujourd'hui, mais si nous laissons faire, nous qui avons un système de santé qui a été non seulement la fierté de ceux qui l'ont mis en place, mais qui a assuré de génération en génération l'amélioration des conditions de vie,
de chacun, etc., nous allons, si nous ne faisons rien, nous allons arriver à une vitesse exponentielle dans la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Grecs, dans laquelle vont se retrouver évidemment les Espagnols, les Portugais, les Italiens, etc., etc. D'où l'intérêt de travailler ensemble, comme nous avons commencé à le faire, entre organisations qui sont favorables à lutter ensemble pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Voilà ce que je vais dire d'emblée. Maintenant, donc je passe la parole à... Présente-toi, ça va être plus simple, j'ai peur de mal prononcer. Donc, je m'appelle Dionysia Filavitaki et je vais traiter la question, je vais essayer de traiter la question je vais traiter, je vais essayer de vous parler. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. D'accord, très bien. Donc, dès la part... D'accord, merci beaucoup. Donc, dès la part de EPAM, je vais traiter la question de la protection sociale, de la décomposition de la protection sociale en Grèce d'aujourd'hui. Donc, s'il fallait parler de la décomposition de la protection sociale en Grèce, il fallait remonter dans les années 90. C'est en ce moment-là que commence la remise en question des politiques sociales, aussi bien sur le plan théorique, on va dire, que pratique. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là que commencent des lois, des décrets qui attaquent les droits sociaux. Tantôt de manière, on va dire, invasive, tantôt plus sournoisement, en fonction de la résistance sociale, auxquelles exercent, qui sont souvent quand même considérables. Et donc, en même temps, il y a tous ces discours autour de la mauvaise qualité des services assurés par le secteur public, par l'État. Donc, l'État, ça ne pouvait pas être que comme ça, puisque l'État est considéré être un mauvais entrepreneur, on va dire, et du coup, il y a le gaspillage, la corruption, donc par conséquent, on aurait intérêt à laisser de l'espace au secteur privé qui, avec la concurrence, etc. Donc, tout ça, il y a tous ces discours. Donc, ceci étant dit, jusqu'à la veille de la crise, on peut dire que on sait bien que c'est pas facile de faire avancer les revendications sociales, mais on peut pas penser que les droits sociaux déjà acquis risquent d'être menacés. On s'est dit, on a quand même le moyen de les défendre. Et puis, même si l'État, les structures de la protection sociale en Grèce, des ans avant la crise, laissaient envier en fait, et il y avait quand même des choses qui étaient acquises, comme par exemple, même si il y avait des chambres dans les hôpitaux à 6 ou à 8 lits, et souvent même davantage, il était hors question de refuser à un patient l'hospitalisation parce qu'il n'avait pas, à l'hôpital public, parce qu'il n'avait pas de moyens de payer ou n'était pas assuré, etc. C'était hors question. L'accès à l'école était donné pour les enfants, même pour les enfants qui habitaient dans des endroits éloignés, dans des îles éloignées. Il y avait des écoles partout.
Et bon, donc, si on veut parler maintenant de ce qui se passe actuellement en Grèce, je pense que le terme de décomposition de la protection sociale est quand même inadéquat dans le sens où on parle plus d'un phénomène du même ordre en fait. C'est-à-dire, je pense pas que quand on vous dit que vous allez perdre votre maison, il y a une décision politique, enfin, c'est une loi qui a été votée, vous allez perdre votre maison parce que vous n'avez pas les moyens de payer les impôts. Des impôts abusifs, des impôts aberrants, des impôts arbitrairement imposés. Et qu'en même temps vous êtes au chômage et qu'on vous dit tout simplement vous êtes condamné à être SDF, ben, ça ne relève plus de la décomposition de la protection sociale. Pareil, quand vous êtes à l'hôpital et on vous dit vous avez besoin de tels médicaments mais on ne peut pas vous les fournir parce que ça coûte cher et on ne l'achète plus. Du coup, on ne l'achète plus parce qu'on on essaie de réduire notre déficit budgétaire. Donc vous pouvez mourir tranquillement. Donc dans ces cas, on sort du champ de la protection, de la décomposition de la protection sociale. Et bon, la protection sociale, elle a été déjà construite, détruite. Ce qu'on est en train de vivre en Grèce actuellement, c'est, on va dire, le jour d'après, on est au-delà de la décomposition. On est à une méta-décomposition, on dirait, de la protection sociale. En fait, ce qui est menacé, ce ne sont plus les structures sociales, c'est le tissu social en lui-même, la société, la dimension sociale de l'être humain. Donc, je vais essayer de reprendre rapidement l'historique, enfin des événements que vous connaissez tous. Juste pour rappeler comment on est arrivé là, en fait. Donc, c'est en octobre 2009 que le ministre des Finances du gouvernement qui venait d'être, du nouveau gouvernement qui venait d'être élu, c'est le ministre des Finances qui annonce que le déficit public était plus important que ce qui était attendu, en fait. Et donc, la dette publique, elle était au-delà du 115% du PIB en ce moment. Et ensuite, il y a les agences de notation qui dévalorisent la Grèce, la Grèce qui ne peut pas emprunter au marché financier. Et il y a ensuite la formation la mise en place du mécanisme de stabilisation financière et l'activation de ce mécanisme en avril 2010. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Grèce allait recevoir un prêt de l'ordre de 110 milliards d'euros de la part d'un côté des pays de la zone euro et de l'autre part de la FMI, et tout ça sous la garantie de la Banque centrale européenne. Donc ces prêts allait être contracté à un taux de 5%.
et il allait être attribué à des tranches de 9 milliards tous les 3 mois. En fait. Donc, est-ce que cette dette, est-ce que ce prêt allait aider la Grèce? À quoi ça allait servir en fait? Donc, ça allait servir à payer la dette précédente, les taux de la dette précédente, et elle allait par la suite demander un nouveau prêt pour qu'elle soit aussi payée. Donc, elle allait se transformer en fait en dette qui allait nécessiter un nouveau prêt pour qu'elle soit servie. En fait, c'est pour ça que les économistes qui ont osé de dire les choses telles quelles, comme Dimitri Kazakis, membre fondateur de l'EPAM en ce moment, et ils ont dit que c'était pas, enfin, toute idée d'espoir que cette dette pouvait aider à ce que la dette grecque soit diminuée, que l'économie grecque commence à aller mieux, que la Grèce sorte de la crise, c'était faux, c'était pas possible. La dette ne pouvait faire qu'augmenter justement parce que c'était une question de calcul tout simplement. Et donc évidemment, ce qui a été confirmé, puisque malgré les 4 années d'austérité et de tout ce qui s'est ensuivi, la dette actuellement, elle correspond au 89% du PIB. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails de la formation, de l'histoire de l'endettement en Grèce, etc. C'était juste pour dire que c'est au nom de cette dette, en fait, que le peuple grec a été condamné à la misère, à la destruction totale de la protection sociale et à la crise humanitaire actuellement. Et plus encore, il y a la souveraineté nationale qui a été perdue, en fait, et la Grèce qui a fini par se transformer en une colonie de dette. Donc, j'essayais de lire ce que Dimitri Kazakis écrivait en ce moment. Donc, il écrivait que donc, il écrivait que le commissaire européen et les banquiers, le prétendu sauveur, vient en Grèce pour surveiller la confiscation des biens du pays et que, conformément aux intérêts des créanciers et des marchés. En fait. Donc, le bistouri de cette opération chirurgicale ne serait plus les bombes des avions de l'OTAN, comme c'était dans les cas de la Yougoslavie par exemple, mais l'économie politique des spéculateurs de marché et de leur état-major en fait. Donc, on voit pourquoi, en fait, suite à ça, la Grèce, elle est actuellement transformée en colonie de dette, et le destin qui lui est réservé est celui d'une région économique, sans autre identité qu'est économique. Donc, elle a déjà perdu toute autre identité qui est géographique et économique, en fait. Donc,
elle est destinée à être une zone économique. En fait. C'est pour ça que la protection sociale a été attaquée à ce point. Et parce que si la protection, si vous avez un État, la protection sociale, un État souverain, la protection sociale, ça vous sert à quelque chose. Si vous n'avez qu'un espace économique, qu'une région géographique, vous n'avez pas besoin de protection sociale en fait. La Grèce est destinée à être un espace où ce sera la loi des marchés. La loi des marchés sera non pas seulement la loi suprême, mais la loi unique. Donc, il n'y a plus besoin de structure sociale, il n'y a plus besoin d'état social. Et, donc, c'est pour ça d'ailleurs que tous les officiers de la FMI, ils ont à plusieurs reprises souligné à quel point les réformes structurelles sont importantes en ce moment en Grèce. Donc, les réformes structurelles qui font partie du mémorandum en fait. Donc la Grèce, suite à la convention de dette qu'elle avait suivie, elle s'était engagée à suivre un certain nombre de réformes financières et structurelles qui allaient d'ailleurs être contrôlées par la Troïka et par les représentants de la communauté, de la zone euro, de la communauté européenne, de la Banque centrale européenne et de la FMI. Et c'était donc l'attribution de la tranche de la dette trimestrielle serait tributaire à l'évaluation positive par la Troïka de mesures et de politiques, on va dire, imposées, impliquées, dictées. Et donc, c'était en fonction de ça qu'on avait droit à l'argent du prêt, en fait. Donc, je vais essayer de vous donner une idée de la situation. On va venir en mesure juste après, de la situation en Grèce à la fin de l'année 2010, c'est-à-dire quelques mois, on va dire 6 mois après la convention après le moment où la convention de dette a été signée. Et puis, je vais essayer de vous donner une idée de la situation un an plus tard, en fait. Donc, à la fin de l'année 2010, enfin, je me base sur des sondages qui ont été publiés, des sondages d'opinion qui ont été publiés. Je vais me baser sur ça pour essayer de vous donner une idée. Donc, en 2010, à la fin de l'année 2010, donc, la politique financière n'a pas atteint ses objectifs, donc la Troïka elle nous annonce qu'il va y avoir des mesures encore plus dures. Du côté de Grèce, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le ménage moyen a essayé
son pouvoir d'achat a été diminué. Donc, la plupart des gens qui sont interrogés lors des sondages répondent qu'ils n'achètent plus de vêtements, ils n'achètent plus de chaussures, ils n'achètent, ils essaient ils n'ont pas la possibilité, pas d'articles, exemple électrique, etc. Ils essaient de payer, en fait, ils n'ont pas le moyen de payer l'essentiel. Donc, ils disent, par exemple, il y a 30% des gens qui consultaient des médecins libéraux parce que, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'en Grèce, avant la crise, la moitié des dépenses publiques étaient concernées des dépenses publiques, des dépenses de santé concernées des dépenses privées, en fait. Donc, il y avait pas mal de Grecs qui consultaient des médecins libéraux. Et 6 mois après le début de l'application des mesures de Troïka, il y a 30% des Grecs qui ne consultent plus de médecins libéraux, en fait. Donc, il y a un jeune sur deux, un jeune de moins de 30 ans sur deux, qui dit qu'il ne sort plus le soir, ou que très rarement. 1 sur 4 qui dit qu'il ne part plus, il n'est pas parti en vacances. Donc, 1 sur 2 des enfants d'âge scolaire qui n'ont plus d'argent de poche pour acheter leur goûter à la cantine, en fait. Il n'y a pratiquement plus d'enfants qui ont, plus de familles qui donnent la possibilité à leurs enfants de suivre des cours de langue étrangère ou de musique, de cours particuliers, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas leur payer ça. Donc, il y a le chiffre d'affaires dans les domaines du bâtiment a été diminué de 40%. Les achats les ventes de voitures ont été diminués de 30% par rapport à l'année précédente. Il y a 165 petites entreprises, de petites boutiques ou des entreprises dans le domaine des services qui disent en ce moment que dans le mois prochain, elles vont fermer. Donc le chômage qui était de l'ordre de 6% il y a un an, en ce moment il atteint 12%. Donc les factures d'électricité qui restent impayées plus d'un mois ont augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Et puis les structures de soins primaires, des structures de soins primaires en psychiatrie, c'est-à-dire des structures qui correspondent au CMP d'ici, disent qu'il y a des gens qui consultent, il y a beaucoup de gens qui consultent pour la première fois et qui se plaignent des troubles de sommeil, d'anxiété et des crises de panique. Donc en même temps, dans les services des urgences des hôpitaux, il y a aussi une augmentation de patients, de gens qui consultent pour des troubles qui correspondent à une somatisation de l'anxiété, par exemple des céphalées, des douleurs thoraciques, des douleurs abdominales, etc.
donc, qui s'avère par la suite que c'était une traumatisation d'anxiété en fait. Et donc, ça c'était en 2010, fin 2010. Une année plus tard, alors, en fin 2011, qu'est-ce que nous disent les sondages? Donc, enfin, je dirais d'abord qu'on est à 1 an et demi depuis le début des mesures d'austérité et qu'on n'a toujours pas atteint nos objectifs financiers et que la Troïka n'est toujours pas contente. Elle annonce des mesures encore plus dures pour que la tranche suivante soit attribuée. Donc, en ce moment, il y a une diminution de 30% des revenus de salariés et des retraités. Donc, lors des sondages, 8 citoyens sur 10 répondent que leurs revenus ne leur permettent pas de couvrir les besoins quotidiens, et ils ont besoin soit d'avoir recours à des prêts, et donc soit, s'ils avaient mis de l'argent de côté, s'ils avaient épargné de l'argent, ils commencent maintenant et ils commencent à consommer ça. Et en même temps, il y a partout des petites boutiques qui achètent des articles en or, des bagues, des alliances, des croix de baptême qui sont vendues justement pour que les gens puissent avoir quelques dizaines d'euros en fait. Donc en ce moment, on apprend par le sondage qu'un ménage sur 10 n'a pas le moyen de payer sa facture d'électricité. Il y a déjà quelques dizaines de mille de... Enfin, je sais plus, 80 000 à peu près, je ne sais plus exactement, mais enfin, l'alentour de 90 000 de ménages, de maisons qui n'ont plus d'électricité. Et il y a un nombre qui va en augmentant, des gens qui demandent de payer à échéance, en fait, même de factures de téléphone qui souvent sont inférieures d'un montant de 100 euros. Ils demandent des échéances. Donc, dans les centres-villes de toutes les villes, il y a des boutiques qui sont vides et qui sont allouées, en fait. Les prix dans l'immobilier gringolent, en fait. Et il y a des agences étrangères qui disent que c'est maintenant l'occasion à leurs clients parce que tout se brade. Donc, en hiver, on n'achète plus de fioul pour se chauffer, en fait. Le chauffage se fait avec du bois ou des brasserots. Et c'est pour ça que, bon, tout d'abord, le soir, dans la rue, quand on est en plein air, on peut plus, on étouffe en fait, on peut plus respirer parce qu'il y a une pollution dans les grandes villes surtout. Et puis, en même temps, ça devient un événement quotidien. Les gens qui sont asphyxiés ou les maisons qui sont incendiées, en fait. Ça devient fréquent. Donc, les taux
de taux de chômage atteint 18%, dont à peu près 400 000 correspondent à des chômeurs de plus de 12 mois. En fait. Et, bon, le nombre de jeunes qui cherchent un poste de travail à l'étranger dépasse les 100 000. Et il y a un Grec sur 4 qui vit en dessous du seuil de la pauvreté, donc 6 000 € par an de revenus, et un Grec sur 5 qui vit un petit peu au-dessus de la seuil de pauvreté. Donc les citoyens qui n'ont plus de couverture d'assurance, assurance sociale, dépassent les 3,4 millions. Et 6 Grecs sur 10 disent qu'ils ne se font plus suivre, c'est-à-dire ceux qui ont des maladies chroniques, ils ne font plus le bilan de contrôle, etc. S'ils ont ils répondent que s'ils ont des symptômes, si les symptômes ne sont pas très intenses, ils ne font rien. S'ils sont intenses, ils vont directement aux urgences. Donc, du coup, en même temps, on a des statistiques des services des urgences qui disent qu'effectivement, il y a un taux de cas qui arrivent avec une maladie avancée ou avec un problème, avec des complications en fait. Donc le nombre de nourrissons qui ne se font pas vacciner augmente parce que les parents ne peuvent pas payer les vaccins parce qu'ils ont d'autres priorités en fait. Et c'est ce qu'ils répondent. Donc le nombre de femmes enceintes qui n'ont jamais eu durant leur grossesse de suivi commence à être aussi important. Ça n'existait pas du tout avant, tout ça, ni de bébés qui ne se font pas vacciner, ni de femmes qui ne se font pas suivre pendant la grossesse. En même temps, il y a les indices de morbidité et de mortalité périnatale qui augmentent, le fausse couche et aussi l'abandon des bébés à des maternités. Donc le nombre d'attaques cardiovasculaires chez les gens de moins de 60 ans augmente de manière considérable. Le pourcentage est plus important chez les gens qui ont des revenus faibles ou qui sont à risque de perdre leur travail. 6 sur 10 des Grecs présentent des symptômes d'un syndrome anxio-dépressif. Donc il y a plus que 6% qui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir, et 6 sur 10, plus que 6 sur 10 qui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Et il y a un nombre de suicides qui est le double, selon les données statistiques officielles, qui est le double des années précédentes, qui est le double
de ce qui était le pourcentage de suicide jusque-là. Donc, en même temps, il y a des statistiques qui disent qu'il est encore plus important que ça, en fait. Et donc, les gens qui ont des problèmes de santé graves et qui ont un traitement qui coûte cher sont obligés de l'interrompre parce que soit parce qu'ils n'ont plus d'assurance, soit parce que leur assurance ne fournit plus ces médicaments, etc. Donc, il y a des personnes âgées qui ont des traitements chroniques et qui diminuent soit la dose, soit prennent leurs médicaments un jour sur deux pour que ça leur coûte moins cher. Il y a d'autres qui arrivent à couvrir la dépense pour s'acheter leurs médicaments au détriment de leurs dépenses pour manger. Donc, il y a des personnes âgées qui se sous-alimentent pour arriver à avoir leur traitement. Donc, l'alimentation, les dépenses pour l'alimentation, ça commence à être difficile pour plusieurs ménages, pour un nombre qui va en augmentant. Il y a certains syndicats de boulangers qui décident d'avoir des plages d'horaire où le pain sera vendu à moitié, qui diminue de 50% le coût du pain que les gens puissent acheter. Il y a des familles qui s'adressent à les épiceries sociaux qui ont été fondées par certaines associations de bénévoles et l'Église souvent. Donc, il y a aussi il y a des gens qui vont chercher des fruits ou des légumes dans les geôles à la fin du marché en fait. Et il y a d'autres qui cherchent dans les poubelles en dehors qui sont devant le supermarché des aliments périmés. Donc, et il y a un nombre de ménages, de familles qui dépendent complètement de bénévoles qui offrent des repas bénévoles, donc les municipalités, les associations, les associations humanitaires, etc. Donc, à l'école, il y a des enseignants qui disent, qui rapportent qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont du mal à se concentrer, qui ont une somnolence ou qui s'évanouissent même parce qu'ils n'ont pas mangé le matin ou même le soir d'avant. Donc, l'année 2010, c'est l'année où à Athènes fait son apparition un nouveau groupe social qui est les néo-SDF, comme on dirait. Ce sont des gens on dirait les gens de la porte d'à côté en fait, et qui jusque-là avaient un salaire qui leur permettait de payer leur loyer. Ils ont perdu, du moment où ils ont perdu leur travail, ils n'ont plus de salaire. Et donc, ils sont dans les capacités de payer leur loyer. Et ils se retrouvent dans l'arrêt. Donc, c'est à peu près le tableau de la Grèce à la fin de l'année 2011. Donc, je vais essayer pour vous donner une idée de comment ça s'applique, ces réformes structurelles
et financière de vous raconter un petit peu quelles sont les mesures qui ont été mises en place dans le domaine de la santé, à titre d'exemple, par exemple. Donc, une des premières lois qui a été votée en 2010, juste après l'imposition du régime de la colonie de dette, en fait, c'était l'ouverture à l'exercice, l'ouverture de l'hôpital public à l'exercice libéral, en fait. Donc, le médecin qui, le matin, travaillait en tant que médecin de l'hôpital public, il était censé avoir l'après-midi la possibilité de travailler comme des libéraux dans l'hôpital. Donc, c'était pas seulement que de cette manière, on créait des patients de vitesse. C'était pas seulement que l'idée principale, l'idée de base du système de santé grec, qui était le droit à tout, le droit à avoir accès aux soins à titre égal pour tous les citoyens, était compromis en fait. Mais c'était aussi que les structures de l'hôpital public allaient être offertes au privé en fait, pour qu'ils puissent s'en servir et profiter. Donc ensuite, il y a une autre mesure qui est imposée peu après, c'était que les gens devaient, pour consulter à l'hôpital, pour aller aux consultations externes, par exemple, d'un hôpital, ce qui jusque-là était gratuit pour tout le monde, à condition qu'il le demande. Et là, ils devaient payer 3 € et 2 mois plus tard, 5 € pour entrer. Donc, ce qui... D'un côté, c'était le fait que les Grecs avaient déjà payé pour se soigner par les impôts, mais aussi la plupart du temps en tant qu'assurés. Mais il y avait aussi que ça commençait à être difficile, à être un problème pour des gens qui avaient souvent besoin de consulter, comme des personnes âgées qui étaient, qui avaient des problèmes chroniques et qui avaient une retraite qui était descendue à 300 et quelques en fait. Donc ces gens-là, pour ces gens-là, 5 € pour aller consulter, pour passer le portail de l'hôpital était quand même important. Et donc ensuite, le ministère fixe un chiffre de garde par médecin qui ne peut pas être dépassé. Sauf qu'il y a des endroits en Grèce où il n'y a pas beaucoup de médecins. Donc, il y a des hôpitaux dans des villes, par exemple, dans différents endroits, dans les îles, etc., où les gens ne pouvaient pas avoir accès à l'hôpital pendant les gardes, qu'il n'y avait pas de service d'urgence, c'est-à-dire que les 15 premiers jours du mois, en fait. Après, il n'y avait plus de garde. Donc, ensuite, en Grèce, il y avait plusieurs caisses d'assurance. Ils ont créé un organisme qui a fait fusionner les caisses d'assurance.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les caisses d'assurance possédaient des structures hospitalières, des structures de soins primaires, de consultation en ambulatoire, etc., de laboratoire. Tout ça, dans un premier temps, il a été accaparé par ces nouveaux organismes qui, peu de temps après, les a fermés, en fait. Donc, qui a dépossédé les caisses d'assurance de leur structure. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Donc, il y avait le médecin, il y avait le personnel qui travaillait là, les infirmiers, etc., qui travaillaient là, et qui se sont retrouvés, pas vraiment au chômage tout de suite, mais à qui on a promis de postes dans d'autres services, en fait. Et donc, pour les médecins, le chiffre de médecins qui se sont retrouvés dans cette situation était 6 000. Et ensuite, donc, les caisses d'assurance avaient des conventions avec des médecins. Ils ont résilié toutes les conventions et ils ont créé d'autres. Et souvent, ces nouvelles conventions n'étaient pas du tout, on va dire, n'avaient pas aucun intérêt pour les médecins qui n'ont pas voulu se conventionner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des assurés qui n'avaient plus de médecins pour s'adresser. En fait, ils ne pouvaient même pas renouveler leurs médicaments parce qu'il n'y avait pas de médecins sur l'île où ils habitaient ou à distance accessible, on va dire. Donc, ensuite, il y a eu les réformes. On a voulu mettre en place l'enregistrement électronique de la prescription, ce qui aurait pu être tout simplement un moyen de modernisation, mais qui ça a été utilisé aussi pour, en quelque sorte, contrôler le médicament, le médecin, le personnel, il a été utilisé comme un moyen de répression, en fait. Donc, les gens n'avaient plus le droit de prescrire, le médecin n'avait plus le droit de prescrire ce qu'ils pensaient être nécessaire parce que leur chef de service allait leur dire que c'était pas compatible avec le budget, en fait. Donc, depuis le tout début de la crise, les médecins et puis tout le secteur de travailleurs en santé se sont mobilisés. Et en ce qui concerne le médecin, une de leurs revendications principales, c'était qu'il y ait des embauches. Il y avait partout du manque de personnel, en fait. Il y avait du manque de personnel hospitalier, du manque de personnel en ce qui concerne le médecin, mais aussi les infirmiers. Il y avait par exemple des services qui fonctionnaient avec un infirmier pour 50 lits. Donc, le gouvernement, le ministère répondait que c'était de manque de personnel. Ce manque de personnel était fictif, en fait. Donc, il y avait quand même des services qui ont dû fermer. Ce qui n'était pas du tout drôle dans les îles où les gens n'avaient pas le choix. Il y a eu des services qui ont dû fermer justement parce qu'il n'y avait pas de personnel. Et il faut dire aussi que il y a eu en ce moment
il y a eu beaucoup de départs en retraite, parce que comme il y avait des changements dans les lois qui concernent la retraite, tout ce qui pouvait partir partait en fait. Et ensuite, une autre mesure que je vais évoquer, le ministère a décidé que, comme il y avait trop de structures hospitalières qui ne remplissaient pas les conditions d'une entreprise, on va dire, saine, d'après les critères qui définissent ça. Et donc, il y avait des hôpitaux qui coûtaient cher, en fait, et que leur chiffre d'affaires ne correspondait pas à ça, et ça donnait lieu à des déficits. Donc, c'était une bonne raison pour que ces structures soient fermées ou qu'elles fusionnent avec d'autres. Et il y a eu en ce moment des gens un peu partout, dans presque toutes les villes, qui formaient des murs humains devant les hôpitaux en disant, les hôpitaux locaux, leurs hôpitaux en fait, en disant que, bien sûr, notre hôpital n'est pas une entreprise. Et donc, ils ont fini par fermer, par faire des fusionnements et puis fermer d'autres hôpitaux. Et ça a donné 11 000 lits de moins. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, il y avait des... à Athènes, par exemple, il y avait les lits de camp qui réapparaissent dans les hôpitaux et qu'on n'en trouvait plus depuis plusieurs décennies, en fait. Et avec tout, des patients qui sont traités sur un lit de camp et qui sont souvent, ils ont des traitements assez lourds et qui sont dans les couloirs en train donc on pouvait évidemment continuer à vous raconter des misères. Donc l'important, ce qui est à dire, c'est que 4 ans après 4 ans de régime d'otage de dette, on n'a plus, et les structures sociales, il ne reste plus que des encombres, en fait, tout a été détruit. Et, les gens sont, il est important de dire que les gens se sentent, on va dire, en insécurité, ils se sentent ils se sont blessés, on va dire. C'est-à-dire l'écroulement des structures sociales ont provoqué un traumatisme dans le social. Et donc, est-ce que ça va guérir? Je ne sais pas encore. On va dire, le seul grain d'espoir, c'est qu'il y a, c'est le message qui donne les gens qui, dans ces contextes,
ont voulu faire quelque chose, ont voulu réagir. C'est par exemple les travailleurs dans les hôpitaux qui ont voulu, qui se sont opposés à ce que les patients payent pour l'entrée. Des médecins qui forment des associations bénévoles pour soigner des gens qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner, des enseignants qui continuent à enseigner certaines matières qui ont été supprimées par le ministère. Le travailleur dans la société d'électricité qui ont voulu, qui ont refusé de couper l'électricité, c'est des gens qui n'avaient pas le moyen de payer. Le producteur qui distribue des fruits ou des légumes sur les places. Donc, je vais m'arrêter là.